Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République et son épouse ont reçu dans la matinée à Yavlou des représentants des jeunes entrepreneurs. La visite de ces jeunes avait pour objectif de présenter leurs vœux au président et à sa famille, tout en exprimant leur reconnaissance et leur soutien aux efforts du président André Rajoelina pour promouvoir les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'union fait la force, a déclaré le président face à ces jeunes. En réaffirmant son engagement à rester à leur côté, le président a également assuré qu'ils seront impliqués dans les nombreux grands projets qui seront réalisés cette année. Judika El-Hajanirin, Andra Zanjabi. Ils étaient une centaine, jeunes entrepreneurs, opérant dans divers secteurs clés tels que le tourisme, le transport, la digitalisation, l'environnement, l'éducation, le commerce et le sport. Ils sont venus présenter leurs vœux du nouvel an au couple présidentiel. Mais surtout, ils sont venus montrer que les jeunes sont déjà des leaders d'aujourd'hui et qu'ils n'attendent pas demain pour agir et souhaitent construire ensemble l'avenir. Nous sommes venus en force aujourd'hui, nous sommes venus montrer un front, nous sommes venus former un bloc pour montrer que la jeunesse aime Madagascar et la jeunesse veut œuvrer pour le développement de Madagascar et vraiment c'est pour vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous, à notre petite échelle, là où on est dans notre secteur, on fait vraiment chacun notre mieux pour contribuer au développement, pour avoir un impact positif, que ça soit social, que ça soit environnemental, que ça soit économique. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous. Et nous aussi, on veut compter sur vous. Le président et son épouse ont exprimé leur joie de voir tant de jeunes entrepreneurs engagés. Ils ont partagé leur conviction que la volonté de ces jeunes à progresser dans leurs projets individuels et à contribuer au développement national est essentielle. L'unité est la clé du développement de Madagascar, a affirmé le président, ajoutant que l'avenir repose sur les idées novatrices des jeunes et leur capacité à créer des emplois. Je vois en vous vraiment l'espoir et que c'est ensemble qu'on pourra transformer Madagascar. Parce qu'en tant que jeune entrepreneur, j'ai été aussi à votre place. Parce que j'étais aussi entrepreneur. Comme vous le savez, j'ai été nommé à plusieurs reprises meilleur jeune entrepreneur de l'océan Indien, de Madagascar, etc. Et je sais que l'avenir est entre les mains de la jeunesse. Donc aujourd'hui, entre vos mains. Puisque chaque idée que vous allez développer, chaque société ou entreprise que vous allez créer et chaque emploi que vous allez générer, c'est ce qui fera de Madagascar vraiment un pays prospère et développé. Et c'est pour cette raison que je vous encourage. Et en tant que président, je suis là pour vraiment avancer avec vous en bataille rangée et nous allons atteindre l'objectif qui est dans notre cœur, que Madagascar, comme je l'avais dit, depuis toujours. Moi, j'y crois fermement. Ainsi, le président a annoncé qu'il rencontrerait à nouveau ces jeunes dans les jours ou semaines à venir pour discuter de leur vision pour Madagascar. Il y a un proverbe malagasy qui dit « Zem tambaja vat, zem sarakafask ». Et donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, il faut s'unir, il faut vraiment travailler ensemble et sachez que nous sommes là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous, à part aujourd'hui, parce que ça m'encourage vraiment de vous voir venir en nombre aujourd'hui. Et nous allons continuer. Comment? Pas seulement, il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous réunir dans quelques semaines, dans quelques jours, et nous allons discuter, débattre, et je vais présenter avec vous ma vision, ce que je voudrais faire et développer pour Madagascar, et peut-être plusieurs d'entre vous, vous pouvez participer au développement du pays. Cette année, en 2025, moi je suis confiant. Je suis confiant puisque c'est l'année où nous allons réaliser beaucoup de choses pour la transformation de Madagascar.
Il a également évoqué des projets importants pour 2025, notamment le développement du lac Yariv, qui sera un espace de loisirs et une vitrine de la culture malgache. Cette initiative impliquera directement les jeunes dans la réalisation de ce projet ambitieux. Cette rencontre d'aujourd'hui symbolise un tournant dans la collaboration entre le gouvernement et la jeunesse malgache. Le président Anjrazouel a promis son soutien aux jeunes entrepreneurs dans leurs efforts pour transformer Madagascar en un pays prospère et uni. Dans les actualités également, Arlal Ramanantsoa, candidate de la plateforme Irmar, a été élue maire de la commune urbaine d'Antananarive avec 43,24% des voix, selon les résultats officiels publiés ce jour par le tribunal administratif. Elle dirigera ainsi la capitale pour les 5 prochaines années. Derrière elle, 55 conseillers municipaux. Les détails. Les résultats officiels des élections communales pour la commune urbaine d'Antananarive ont été proclamés ce jour par le tribunal administratif d'Anoussi. Avec 43,24% des suffrages, Arlal Ramanantsoa, candidate de la plateforme Irmar, prend les commandes de la mairie pour un mandat de 5 ans. Dans son interview, elle a appelé les citoyens à s'unir pour relever les défis de la capitale et concrétiser son programme de développement. En ce qui concerne la composition du conseil municipal, il compte 55 membres répartis comme suit: 23 conseillers issus de la plateforme Irmar, 20 du parti TIM, 7 de Titan Jazan, 3 du mouvement Gaskar, 1 de RTM et 1 indépendant d'Yariv Manjus. Arlal Ramanantsoa devra désormais conjuguer leadership et concertation pour répondre aux attentes des habitants d'Antananarive. En économie, Madagascar peut atteindre une autosuffisance énergétique afin de répondre aux besoins de la Jirama si Madagascar Oil fonctionnait correctement, a déclaré le ministre des Mines ce jour. Les recherches menées à Timrour en 2013 ont révélé un potentiel de production de 1,7 milliard de barils. Parallèlement, le ministère procède à l'assainissement du secteur de la recherche et de l'exploitation pétrolière via l'Omnis. Détails sur les images de Yves Janel. En 2013, des recherches sur le pétrole lourd ont été menées à Timrour par l'entreprise Madagascar Oil. Les résultats de ces recherches ont montré que le site pourrait produire jusqu'à 1,7 milliard de barils. En 2014, l'entreprise a obtenu une autorisation d'exploitation émanant de l'État, mais elle a cessé ses activités en 2016 après avoir extrait 150 000 barils. Actuellement, Madagascar Oil n'a pas repris ses activités d'exploitation selon les précisions du ministre des Mines, Rakut Malala Erjan Olivier, qui a indiqué que l'entreprise s'est contentée de consommer ses stocks. Les accords entre l'État malgache et Madagascar Oil sont en cours de révision pour garantir des bénéfices réels et accessibles pour la population. Outre Timrour, Madagascar dispose d'un vaste bassin sédimentaire divisé en plusieurs blocs pétroliers. Certaines entreprises ont mené des recherches sur ces blocs, mais ces travaux ont été suspendus en 2019. Cependant, face à l'augmentation de la demande mondiale en hydrocarbures, le gouvernement a décidé d'entamer un processus d'assainissement dans le secteur de la recherche et de l'exploitation pétrolière. De nombreuses étapes restent à franchir pour concrétiser ce projet, notamment la mise à jour du modèle de contrat de partage de production pour plus d'équité, l'assainissement du secteur, adoption de décrets présidentiels pour annuler les titres miniers d'exploration d'hydrocarbures obsolètes et constater la fin des contrats de partage de production associés, l'adoption du décret d'application du code pétrolier pour la définition du domaine minier national d'hydrocarbures afin de sécuriser juridiquement les activités pétrolières amont et enfin, à lever la suspension sur la promotion des blocs pétroliers. L'objectif de cet assainissement est d'attirer des investisseurs dans de nouvelles exploitations pétrolières afin de générer des bénéfices pour tous, comme cela a été réalisé dans d'autres secteurs miniers.
En diplomatie, une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères malagasy et tunisiens s'est tenue en début de semaine à Tunis. C'est une occasion pour les deux homologues de discuter du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays, mais surtout des possibilités d'étendre les relations à d'autres domaines comme l'économie, le social, l'agriculture, le sport, la jeunesse, mais surtout le domaine du tourisme. Cela fait 55 ans que la signature d'accords de partenariat diplomatique entre Madagascar et la Tunisie a été effectuée. Néanmoins, la relation entre les deux pays a été mitigée. Afin d'améliorer les relations diplomatiques entre Madagascar et la Tunisie, la ministre des Affaires étrangères malagasy, Assata Farvaftafk, a rencontré son homologue tunisien, Sofiane Tekaya, lundi dernier. Plusieurs domaines de coopération ont été abordés par les deux parties, comme la diplomatie régionale, qui se focalise sur les relations diplomatiques africaines. À cet effet, la ministre des Affaires étrangères malagasy a fait une demande officielle à son homologue tunisien de soutenir la candidature de Madagascar au poste du président de la Commission de l'Union africaine. D'autres domaines de coopération ont été également abordés, notamment l'économie ou encore l'agriculture, pour laquelle la Tunisie est à la pointe à travers des technologies qui lui permettent de procéder à des cultures des zones arides, le domaine de l'industrie, du sport et de la jeunesse, mais surtout celui du tourisme, qui est le pilier de l'économie de la Tunisie, ont été discutés. Les relations diplomatiques ont été également évoquées à travers le partage d'expériences entre les deux pays sur le transport des documents officiels. Concernant le domaine du tourisme, plusieurs points ont été abordés, notamment la mise en place d'un chapter entre les deux pays, l'organisation de vols éducatifs, le partage d'expériences et de connaissances dans ce domaine, mais aussi la formation. Dans un tout autre sujet, le nombre de sinistrés à la suite du passage du cyclone Dikeledi s'élève désormais à plus de 8000 selon les informations communiquées par Météo Madagascar. Par ailleurs, 463 nouvelles personnes ont été déplacées. Yves Janel. Le cyclone Dikeledi, qui a frappé le nord de l'île, a laissé 8094 sinistrés répartis sur 2697 ménages. Ces sinistrés se trouvent dans 5 régions, 11 dans la région Analanzruf, 3809 dans la région Diana, 3353 dans la région Sava, 5 dans la région Sofia, 734 dans la région Atimoadjefen. En outre, 463 personnes représentant 148 ménages ont été nouvellement déplacées et hébergées dans 4 sites situés dans la commune de Murumbe. À noter que 3 personnes ont perdu la vie. D'après le BNGRC, les dégâts matériels se résument comme suit. 1525 cases inondées, 1107 habitations endommagées, 227 habitations totalement détruites. Et de plus en plus de femmes s'intéressent aujourd'hui au domaine de la mécanique, notamment les jeunes. 26 femmes ont bénéficié d'une formation gratuite en mécanique grâce à une collaboration entre plusieurs acteurs. Toujours un reportage de Fadesena Mireille et Yves Janel. Le domaine de la mécanique n'est pas réservé exclusivement aux hommes. Il est important que les femmes acquièrent ces compétences pour éviter toute dépendance envers autrui. Ce sont surtout les jeunes femmes qui se montrent particulièrement intéressées par ce secteur. Pour Kantu, mère célibataire, c'est une véritable motivation d'apprendre la mécanique. La formation d'une durée de 36 mois est dispensée aux 26 jeunes femmes sélectionnées dans le cadre du projet Mekamama, un programme réalisé en collaboration avec divers partenaires. Comment se déroule la formation? La formation, on a 6 mois de formation technique et de renforcement de capacité. Pendant ces 6 mois, elles vont suivre, donc, comme je vous ai dit, de la gestion éducation financière, du développement personnel, une sensibilisation aux violences basées sur le genre. Elles vont également suivre de la formation mécanique qui se déroulera, qui aura 3 modules en particulier. Elles seront formées à la mécanique automobile, à la mécanique moto et également à la customisation et à la peinture. Au bout de ces 6 mois de formation, on accompagnera chacune d'entre elles pour être envoyées dans pour aller en stage de spécialisation, selon la spécialisation qu'elles auront choisie.
sur les stages qu'elles vont pouvoir trouver. Un accompagnement sera également prévu pour ces jeunes femmes après leur formation afin de leur permettre de devenir autonomes dans ce domaine. Côté sport, des solutions sont en cours d'élaboration pour résoudre les problèmes rencontrés par les fédérations sportives, notamment en matière d'infrastructures et d'accès au financement nécessaire pour participer aux grandes compétitions nationales et internationales. La gestion et la collaboration entre les fédérations et le ministère de la Jeunesse et des Sports seront révisées afin d'obtenir de meilleurs résultats. Le point avec Felana Rakoutarsoul. La deuxième rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marsan Mustafa Abdullah, et les présidents des fédérations sportives de Madagascar s'est tenue hier au Palais de la Culture et des Sports de Mamassen. Cette réunion a suivi les directives spéciales du président Anjrazouil visant à écouter les doléances des fédérations, à trouver des solutions et à accélérer le développement du sport malgache. Il a été souligné lors de cette rencontre que les fédérations qui ne disposent pas encore d'infrastructures spécifiques pour leur discipline devraient pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, un accès au financement public sera facilité, en particulier pour les grandes compétitions nationales et internationales. Cependant, comme l'a précisé le ministre, ces financements nécessitent des documents justificatifs conformes aux procédures administratives en vigueur. Le ministère a également promis de revoir la situation des athlètes ayant honoré le pays en remportant des médailles, mais qui n'ont pas reçu de reconnaissance officielle, un sujet qui a suscité de nombreuses plaintes. Le ministère a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les fédérations et a appelé à une solidarité collective pour promouvoir le sport malgache. Et toujours en sport, la saison 2024 a été un véritable succès pour l'USCAR ou Union sportive de la commune d'Antananarivo Rugby. Actuellement, le club se prépare activement pour le tournoi XXL Top 12, dont les matchs détermineront leur qualification pour les demi-finales et la finale, selon les déclarations du capitaine de l'USCAR, Radramananzatouf Braz de Nilsson. L'équipe d'Anatiaz sera l'adversaire de l'USCAR lors des matchs de barrage du XXL Top 12. Les rugbymen de la commune d'Antananarivo sont déjà en pleine préparation pour cette rencontre décisive. Selon l'entraîneur, malgré quelques erreurs observées lors des phases éliminatoires, la saison 2024 peut être considérée comme un succès pour le club. Ces lacunes seront corrigées en vue du match contre l'équipe d'Anatiaz. Le capitaine de l'USCAR a également souligné que ce n'est pas la première fois que son équipe affronte celle d'Anatiaz. Jusqu'à présent, l'USCAR a toujours remporté la confrontation entre les deux clubs lors des matchs de barrage. Il se dit donc confiant quant à la victoire de son équipe lors de cette prochaine rencontre. En 2025, l'USCAR prévoit également de participer aux épreuves de rugby à 7, mais cette décision dépendra des orientations de l'équipe nationale. Le capitaine a assuré que les ambitions et les efforts de l'USCAR pour la saison 2025 ne seront pas moindres que ceux qui ont marqué leur réussite en 2024. Et dans les actualités internationales, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir vendredi après la finalisation des derniers détails d'un accord pour une trêve à Gaza et la libération des otages, a indiqué le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou, Washington se disant confiant sur un début du cessez-le-feu dimanche. France 24. Malgré les incertitudes de dernière minute, un accord sur la libération des otages a été trouvé. L'annonce a été faite ce vendredi par le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le cabinet de sécurité se réunira dans la journée pour entériner l'accord. Puis ce sera au tour du gouvernement de se positionner. La veille au soir, c'était pour le ministre israélien de la Sécurité un non catégorique. Si cet accord est approuvé et mis en œuvre, nous remettrons nos lettres de démission au Premier ministre. Le parti Otzma Yehudit, Force juive, ne fera pas partie du gouvernement et nous en démissionnerons.
Une menace aussitôt tempérée par le ministre d'extrême droite qui assure ne pas vouloir faire chuter le gouvernement. Sous ma direction, notre parti ne renversera pas Netanyahou. Nous ne nous joindrons pas à la gauche. Nous lui permettrons de rester Premier ministre, mais sans participer au gouvernement. Une fois définitivement approuvé, l'accord de trêve débutera dimanche. Il prévoit l'échange de 33 otages israéliens sur les 94 retenus dans la bande de Gaza contre des centaines de prisonniers palestiniens. Jeudi, des manifestants opposés à l'accord s'étaient réunis dans les rues de Jérusalem à l'appel de l'organisation d'extrême droite Nashallah. Les familles des otages sont, elles, partagées entre espoir, soulagement, mais aussi crainte. Ces jours sont éprouvants. Nous sommes brisés. Et nous espérons que l'accord sera mis en œuvre très bientôt. On espère tout simplement que cette période sera bientôt terminée. Les conditions d'une fin permanente des combats entre Israël et le Hamas devraient être finalisées dans une prochaine étape. Et puis, les opérations de secours ont pris fin jeudi à la mi-journée à Stilfontein, en Afrique du Sud, où 78 corps et 246 mineurs clandestins ont été extraits depuis le début de la semaine. Malgré un lourd bilan, les autorités sud-africaines ont dit vouloir poursuivre leur opération contre l'orpaillage clandestin dans la région. France 24. Une ultime vérification avant de sonner le glas des opérations de sauvetage. Équipée de micros et de caméras, la dernière nacelle est descendue dans le puits numéro 11 de la mine de Stilfontein avant de remonter sans personne à bord. Nous sommes descendus, nous avons arrêté la cage et nous avons scanné avec les caméras. Nous n'avons vu aucune personne rester derrière et nous n'avons entendu aucune voix. Plus de 240 mineurs clandestins remontés en 3 jours, ainsi que près de 80 cadavres. Un lourd bilan pour la vaste opération coup de poing orchestrée par la police sud-africaine. En tout, près de 2000 Zamazama, surnom donné aux orpailleurs clandestins, ont été appréhendés depuis le mois d'août. Mais la décision des autorités de leur couper les vivres pour les forcer à sortir s'est révélée meurtrière et a mis en lumière les sinistres conditions de vie de ces communautés clandestines. Souvent issus de pays voisins comme le Mozambique ou le Zimbabwe, les Amazama investissent les mines abandonnées pour y chercher de l'or et restent parfois sous terre pendant des mois. Dépeints comme des criminels par les autorités sud-africaines, ces mineurs clandestins disent simplement vouloir gagner leur vie. Certains demandent aujourd'hui au gouvernement de régulariser leur situation. Ils devraient trouver un moyen pour nous permettre de travailler ici légalement. Je ne veux pas être un criminel. Je ne veux pas devoir voler pour survivre. Malgré la controverse suscitée par l'opération de Stilfontein, les autorités sud-africaines ne semblent pour l'instant pas disposées à changer leur fusil d'épaule et disent vouloir poursuivre les opérations contre l'orpaillage clandestin dans la région. Pour terminer, l'entreprise SpaceX d'Elon Musk a perdu jeudi tout contact avec le second étage de sa méga-fusée Starship lors d'un nouveau vol d'essai. La société aérospatiale a toutefois réussi la complexe manœuvre de rattrapage du premier étage, quelques heures après le succès de son concurrent Blue Origin, possédé par Jeff Bezos. France 24. C'est un exploit en demi-teinte pour SpaceX. Après un décollage réussi et une séparation des étages en bonne et due forme, le propulseur nommé Super Heavy redescend de manière maîtrisée vers sa base terrestre. Après avoir réussi en octobre dernier à récupérer pour la première fois le propulseur de la fusée, Elon Musk transforme l'essai. Objectif, prouver que cet exploit technique n'est pas le fruit du hasard. L'ascension a été magnifique et la séparation des étages réussie. Le booster a poussé le vaisseau et le vaisseau s'est déconnecté pendant la séparation de l'étage. Le booster est revenu avec succès. C'est la deuxième fois qu'on rattrape un booster depuis la tour de lancement, ce qui a été assez incroyable à voir. Mais rapidement, l'euphorie laisse place à l'inquiétude alors que les équipes ne parviennent plus à communiquer avec l'autre partie du vaisseau. Elle a tout simplement explosé. Alors que nous arrivions en fin d'ascension, nous avons vu les moteurs s'arrêter sur la télémétrie et nous avons depuis perdu le contact avec le vaisseau.
Ce 7e vol test se voulait être une démonstration de force pour SpaceX, quelques heures après le premier vol en orbite de Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, concurrent en direct d'Elon Musk. Starship est le vaisseau choisi par la NASA pour envoyer des hommes sur la Lune avant la fin des années 2020. C'est aussi l'appareil pressenti pour permettre les premiers pas sur le sol martien. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data présentée par Jean-Claude Ranjamalal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez un bon vendredi.